ladies and gentlemen. Excuse me for speaking English, but the presentation will be in French. I have the honor to present our speaker at the last exciting day of this very important conference. It is dedicated to arts and the meaning of art, and we can ask questions how Byzantine and East Christian art refers to European identity, to the questions of peace and war, and the contemporary problems facing our society. Maximilien Durand was born in 1976. He graduated of École du Louvre, and he holds a diplôme d'études approfondies in Coptic philology from École pratique des hautes études. He notably worked on the collection of hagiographic manuscripts in Coptic language at the Louvre. From 2002 to 2006, he worked at l'Institut National du Patrimoine. From 2007 to 2008, he was scientific director of the NGO Patrimoine Sans Frontières, and led conservation and restoration operations in countries which had experienced crises such as Kosovo, Albania, Belarus, etc. In 2008, he was appointed head of the conservation and restoration for the 4 museums des Arts Décoratifs du Paris. From 2011 to 2017, he was director du Musée des Tissus et du Musée des Arts Décoratifs du Lyon. From 2018 to 2019, he was director of conservation at Christian Dior Couture, then Deputy Director of Collections and Research at Paris Museums, alongside his duties as conservator of the Paris catacombs. Maximilien Durand is professor at École du Louvre and author of numerous publications. He has organized more than 25 exhibitions, notably Antinous, à la vie, à la mode, Visions of Elegance in Solitude at Musée des Tissus de Lyon in 2013-14. He served as vice president du Centre International d'Études des Textiles Anciens and as président de l'Association internationale pour l'étude des textiles de la route de la soie. As director of the Department for Byzantine and East Christian Arts at Louvre, Maximilien Durand is responsible for elaborating and implementation of the scientific project of the department. He supervises the implementation of the project together with a team of architects selected by an international competition. He works together with a team of 18 experts and is in charge for a collection of more than 20,000 objects. Now we have the privilege to enjoy his presentation before any other visitors of this department at the Louvre. The floor is yours, Maximilien.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Avant toute chose, je voulais vous dire à quel point c'était un plaisir et un honneur pour moi d'intervenir dans le cadre de ces dialogues européens sur un sujet qui, évidemment, est au cœur de mes réflexions dans la création de ce département. Créer un département au musée du Louvre est un événement historique. C'est le 9e et dernier département du musée. Ça n'arrive évidemment pas tous les matins. C'est un événement historique en soi, mais c'est un événement qui prend tout son sens dans le contexte actuel et qui s'inscrit finalement dans une démarche qui est assez neuve pour le musée du Louvre à cause précisément de ce contexte. En effet, lorsque l'annonce de la création de ce département a été faite, on était en mai 2021, lorsque Laurence Descartes a annoncé à la presse sa nomination comme présidente directrice du musée du Louvre. Elle allait prendre ses fonctions en septembre 2021. À cette date, évidemment, la situation était extrêmement différente. La Russie n'avait pas envahi l'Ukraine. La situation de l'Arménie était beaucoup moins inquiétante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et bien évidemment, les événements du 7 octobre dernier n'avaient pas encore aggravé la situation entre Israël et la Palestine. Évidemment, ces éléments ont fait partie intégrante de ma réflexion au moment de créer ce département. Et je dois dire que cela a aussi projeté notre discipline dans une contemporanéité presque inattendue, révélant aussi à quel point l'histoire de l'art était une discipline politique. Précisément lorsque nous nous intéressons à une aire géographique aussi large que celle couverte par le département, puisque cette aire géographique va de l'Éthiopie au monde slave, du Caucase à la Mésopotamie, des Balkans au Levant. Le travail qui a été le mien à partir du mois de mars 2022 a d'abord consisté à définir le périmètre de ce département, ce qu'il devait être, à la fois techniquement, la taille de l'équipe, les budgets qui seraient alloués à ce département, le périmètre de la collection, les enjeux scientifiques, les collaborations possibles, mais aussi concrètement la mise en œuvre de ce département, notamment par la création d'un parcours muséographique au sein du Louvre, ce qui n'est pas une mince affaire, vous vous en doutez, puisque ce parcours muséographique représente environ 3000 mètres carrés au sein même du musée du Louvre, dans l'aile la plus visitée du musée, l'aile Denon. C'est l'aile dans laquelle est exposée la Joconde, qui, en attendant l'ouverture du département, reste la star du musée du Louvre et qui attire, vous le savez, près de 30 000 visiteurs par jour. Donc évidemment, la perspective de faire des travaux au sein du Louvre, avec toute la complexité qu'impose le respect d'un bâtiment historique, le respect des flux de visiteurs et l'organisation générale du musée est une opération de très grande ampleur. Ce travail, il a été mené en réfléchissant au contexte contemporain et aux écueils que ce contexte nous imposait et qui n'étaient pas ceux de la discipline. Ce travail, il a conduit à la modification de la loi française, puisque pour créer ce département, il a fallu porter ce projet devant le Conseil d'État afin de modifier 2 décrets. Le décret constitutif de l'établissement public du musée du Louvre, instituant 9 et non plus 8 départements, et le décret du ministère de la Culture, instituant 16 et non plus 15 grands départements. La notion de grand département est une notion inscrite dans le Code du patrimoine français, extrêmement importante. Les départements du Louvre, ainsi que quelques grands musées nationaux, comme le Musée national des arts asiatiques Guimet, comme le musée d'Orsay, comme le Centre Pompidou, comme le musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, comme la Bibliothèque nationale de France ou le MUSEM à Marseille, ont des compétences qui ne s'appliquent pas uniquement à leur périmètre de collection, mais à l'ensemble des collections nationales relevant de leur champ.
Cela veut dire que lorsqu'un musée en France veut faire une acquisition dans le champ d'un grand département, il doit obligatoirement solliciter son avis pour pouvoir faire cette acquisition. Lorsqu'un musée en France veut faire une restauration sur un objet relevant du champ d'un grand département, il doit obligatoirement solliciter l'avis du grand département. Cela veut dire aussi que nous sommes sollicités comme experts pour permettre la délivrance des certificats d'exportation d'œuvres d'art. Nous avons donc un rôle déterminant dans la régulation du marché de l'art et son contrôle. Ce sont les grands départements aussi qui sont sollicités comme experts par les douanes et les services de police luttant contre le trafic illicite de biens culturels. Nous avons donc un rôle déterminant également dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé que les limites chronologiques du département repoussent les limites chronologiques du Louvre. Les collections du Louvre s'arrêtent normalement en 1848. Ensuite, le musée d'Orsay prend le relais. Puis, à partir de 1914, le centre Pompidou. Il n'existait pas jusque-là de grands départements consacrés aux christianismes orientaux. Et donc s'arrêter en 1848 aurait été une erreur. D'abord parce que cette date ne correspond à rien dans l'histoire du périmètre qui est le mien, mais aussi parce que l'on aurait eu une période chronologique couverte par aucun grand département. Si un musée décidait de faire l'acquisition d'une icône de la seconde moitié du XIXe siècle, à qui se serait-il adressé pour recevoir un avis patrimonial? Orsay n'est pas compétent puisque sa compétence est limitée à l'art occidental. Donc nous avons repoussé les limites et symboliquement aussi, nous avons choisi comme date de fin la date de 1923, qui évidemment est une date déterminante, c'est la date du traité de Lausanne. C'est une date qui a une conséquence, vous le savez, très importante pour l'Orient chrétien, avec des déplacements de population extrêmement importants qui entraînent aussi les premiers mouvements d'œuvres et le début d'un trafic illicite de biens culturels dans le domaine des icônes, de l'orfèvrerie liturgique, du textile par exemple. C'est donc une manière symbolique d'indiquer que nous sommes un acteur déterminant de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. La modification des deux décrets a donc eu lieu après le passage devant le Conseil d'État, début octobre 2022, et depuis cette date, nous existons en tant que département, grand département, et donc il a fallu recruter une équipe, mettre en place ce département et toutes les opérations qu'il va mener. Alors on peut s'étonner peut-être qu'il ait fallu... Est-ce qu'on peut avoir la présentation, s'il vous plaît ? Voilà. On peut s'étonner peut-être qu'il ait fallu presque 230 ans pour créer ce département. Vous savez que l'origine du musée du Louvre, c'est la création du Muséum central des arts en 1793, en novembre 1793. Cela s'explique pour plusieurs raisons. D'abord, par la lente émergence d'une discipline. Les études byzantines, au regard de l'histoire de l'art, sont une discipline relativement récente, qui a une centaine d'années à peu près, et qui est née dans un contexte très particulier de revendications identitaires consécutives à la création des États-nations qui eux-mêmes ont suivi la guerre d'indépendance de la Grèce. Finalement, la création aussi du département correspond à une situation géopolitique qui a évolué au cours du XXe siècle et dont les événements récents ont rappelé l'urgence précisément de cette création. Pourtant, l'art byzantin est présent au Louvre à travers d'immenses chefs-d'œuvre depuis la création même du Muséum central des arts. Je vous l'ai dit, il est créé en novembre 1793, quelques semaines après sa création. Les premiers chefs-d'œuvre de l'art byzantin que vous apercevez à l'écran rejoignent les collections du musée par la nationalisation des biens du clergé. Ces chefs-d'œuvre, ce sont par exemple, à gauche de l'écran, le reliquaire de la pierre du sépulcre. Ce reliquaire, il provient de la chapelle du trésor des reliques impériales de Constantinople, au palais du Boucoléon. Ce reliquaire, il a été commandé par la dynastie des Comnènes comme l'un des objets les plus précieux de cette collection de reliques. Ce reliquaire, il a été acquis après la 4e croisade
par Saint-Louis, le roi de France, entre 1239 et 1242. Il arrive à Paris en 1242 avec la collection de reliques de la Passion acquise par Saint-Louis. Saint-Louis fait refaire tous les reliquaires, celui de la couronne d'épines, celui de la vraie croix, mais il conserve un seul reliquaire byzantin, celui de la pierre du sépulcre, qui par sa forme très particulière, par ses inscriptions grecques, dit l'authenticité de cette relique et son origine. Ce reliquaire, il est aussi épargné par les révolutionnaires qui voient dans cet objet un témoignage historique majeur et qui décident de ne pas l'envoyer à la fonte, à l'hôtel de la Monnaie. Il va donc rejoindre les collections du Muséum central des arts. Parmi ces objets qui rejoignent la collection du Louvre dès 1793, il y a aussi à droite de l'écran l'exceptionnel camée de lapis-lazuli incrusté d'or qui provient, lui, du trésor de Saint-Denis. On pourrait donc s'attendre à ce que l'art byzantin ait eu par les chefs-d'œuvre incomparables qui rejoignent la collection, rapidement une place importante au sein du musée du Louvre. Et ces apports précoces sont d'ailleurs complétés en 1793 par la collection royale de gemmes réunie par Louis XIV, parmi lesquelles figurent plusieurs pierres dures sculptées à Constantinople ou dans l'Empire byzantin à l'époque médiévale. Pourtant, la situation de l'art byzantin au Louvre est une situation assez paradoxale. Dans le domaine des icônes, par exemple, les premières icônes entrent au Louvre en 1802, puis il y a quelques acquisitions en 1828, 1829, et une acquisition majeure qui est faite en 1861 avec l'arrivée au Louvre de l'immense collection du marquis Campana, qui est l'un des apports majeurs à la collection du Louvre. Cette collection est acquise par le musée, et parmi cette collection, il y a de remarquables icônes, notamment de l'école crétoise. Ces icônes ont brièvement les honneurs de la Grande Galerie, où sont exposés les chefs-d'œuvre universels de la peinture, étant identifiés comme des peintures plutôt italiennes. Et puis, quand on comprend qu'on n'est pas vraiment dans le domaine de la peinture italienne, on juge que ces icônes sont trop mal peintes pour être présentées au Louvre. Et donc, le Louvre, en 1872, dépose l'intégralité de sa collection d'icônes dans les musées de région en France. En 2002, la loi musée impose aux musées nationaux de transférer la propriété des biens qui ont été déposés depuis une date ancienne. Et donc, le Louvre a perdu, avec ce transfert de propriété, la gestion et la propriété de sa collection d'icônes. Cette situation explique assez la considération que l'on a dans la seconde moitié du XIXe siècle pour l'art byzantin en règle générale et au Louvre en particulier. On le voit d'ailleurs très bien avec l'acquisition en 1899 d'un ivoire qui est un chef-d'œuvre absolu de l'art byzantin, ivoire produit à la cour de Constantinople pour commémorer la victoire, le traité de paix éternelle signé en 532 par l'empereur Justinien avec les Perses. Cet ivoire représente d'ailleurs le triomphe de l'empereur Justinien, surmonté par le Christ. C'est la première fois dans l'art byzantin qu'on associe aussi directement le Christ et l'empereur. Et puis au registre inférieur, vous apercevez les Perses qui sont en train d'apporter leur tribut à l'empereur byzantin. Et parmi ce tribut, il y a notamment le don d'une défense d'ivoire avec une mise en abîme du matériau dans lequel cet ivoire a été réalisé. Et bien, quand cet ivoire est acquis par le Louvre en 1899, il est acquis par le département des antiquités grecques et romaines, non pas comme un chef-d'œuvre de l'art byzantin du VIe siècle, mais comme une œuvre du IVe siècle montrant la décadence de l'art classique, et donc pour illustrer le fait que l'Antiquité se finit quelque part autour du IVe siècle, avec des formes artistiques beaucoup moins abouties qu'à l'époque de Périclès. D'ailleurs, cet ivoire va longtemps être présenté au département des antiquités grecques, étrusques et romaines, dans la vitrine des ivoires, illustrant cette histoire de l'art un peu contestable que je viens de vous raconter. Il faut attendre un événement important qui a lieu en 1931 pour qu'une conscience de l'importance civilisationnelle de Byzance puisse émerger en France. Alors cet événement, il est préparé
par d'autres événements qui ont lieu en 1905, une exposition en Italie à Grottaferrata. En 1924, un congrès international des byzantinistes qui a lieu à Bucarest. Et 1931, cet immense événement qui est une exposition internationale d'art byzantin qui se tient dans le palais du Louvre, mais qui n'est pas porté par le Louvre, puisque c'est le musée des arts décoratifs qui organise cet événement. Cet événement, il est important aussi d'un point de vue diplomatique, puisque ce sont 14 pays contributeurs qui vont participer à cet événement, dont une majorité de pays qui relèvent de l'ancien empire byzantin. Ce sont aussi des prêteurs privés qui vont contribuer à l'organisation de cet événement. C'est presque 800 entrées dans le catalogue de l'exposition, correspondant à environ 1000 objets. C'est donc vraiment un événement d'importance. Cet événement, il est porté par des conservateurs du Louvre, notamment Georges Salles et Georges Dutuit, qui l'un et l'autre sont des orientalistes et donc spécialistes d'objets d'art ou de sculpture. Donc finalement, cette exposition, elle va aussi attirer Byzance du côté de l'Orient, et c'est le fantasme de l'Orient qui va séduire dans cette civilisation byzantine, dans cette première partie du XXe siècle, et marquer très profondément les études byzantines qui vont toujours voir la part orientale de la civilisation byzantine, beaucoup plus que ses relations avec l'Occident. Et puis cette exposition, elle va aussi inscrire les études byzantines dans le domaine des arts décoratifs, des objets d'art, négligeant la peinture, négligeant la peinture monumentale, négligeant aussi d'autres formes d'expressions artistiques qui pourtant caractérisent l'art byzantin. Mais cette exposition, elle va avoir des conséquences très directes au sein du musée du Louvre, notamment dans le cadre du plan de réorganisation des collections qui a lieu à la fin des années 30, qu'on appelle le plan Verne, avec la création au sein du département des objets d'art, dans le nouveau parcours réorganisé, d'une salle dédiée à l'art byzantin, où sont réunis des objets qui jusque-là étaient présentés dans d'autres départements. Et c'est dans le cadre de cette salle byzantine que, par exemple, le fameux ivoire Barberini représentant le triomphe de l'empereur Justinien, pour la première fois, va être intégré à un ensemble d'œuvres relevant du même champ civilisationnel et non plus être présenté au sein du département des antiquités grecques, étrusques et romaines. On a ici d'autres vues de ces salles qui sont créées à la fin des années 30 et l'on voit que sont inclus dans cette présentation des bustes sculptés qui montrent la volonté aussi, la première volonté par le Louvre de réunir finalement des objets qui relèvent d'un même champ civilisationnel. Cette expérience, elle va être prolongée avec la création éphémère d'une section qui, en quelque sorte, préfigure ce que est le département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient aujourd'hui. Cette section, c'est la section des antiquités chrétiennes qui est fondée en 1954, mais qui va être dissoute en 1969. Elle a donc une très brève période d'existence. Cependant, pendant cette brève période d'existence, cette section va mener pour la première fois une politique d'acquisition dédiée au champ civilisationnel de l'art byzantin et des chrétientés en Orient. C'est presque 1000 objets qui vont rejoindre la collection durant l'existence de cette section, collectés avec la volonté d'illustrer largement ce que sont ces civilisations. En revanche, elle est dissoute pour plusieurs raisons, parce qu'elle porte presque intrinsèquement comme un péché originel son défaut constitutif en s'appelant section des antiquités chrétiennes, alors qu'elle visait à couvrir une période chronologique allant jusqu'à la fin du XIXe siècle. C'était donc une manière de présenter comme un champ révolu ces civilisations. Elle avait comme autre péché originel le fait de ne dépendre d'aucun département, d'être indépendante et donc de s'être construite contre les départements du Louvre, mais elle comporte de manière embryonnaire quelques idées révolutionnaires qui montrent bien que commencent à se structurer des études dans le
champ disciplinaire de l'histoire de l'art byzantin. En effet, elle ouvre ce champ à des régions qui jusque-là n'étaient pas du tout représentées au sein des collections du Louvre, notamment le monde slave. C'est avec cette section que sont acquises les premières icônes russes du musée du Louvre. Cette section, comme elle ne dépend d'aucun département du Louvre, eh bien, on lui concède très peu de place. C'est la salle des 7 cheminées qui lui est prêtée par le département des peintures. C'est une salle où sont présentés des grands formats. Et la condition, c'est que ces grands formats soient toujours visibles. Donc il faut créer une muséographie très contrainte qui permette de voir les tableaux qui sont au mur et qui n'ont aucun rapport avec cette section des antiquités chrétiennes. Et donc vous avez ici deux vues de cette muséographie assez originale pour l'époque et assez innovante, visant à présenter le plus largement possible la collection réunie par cette section. Alors, la création d'un département, elle est appelée par la nature de la collection elle-même, et la collection justifie la création de ce département. En effet, cette collection, c'est plus de 20 000 œuvres relevant de notre champ, qui jusque-là étaient gérées par les 8 autres départements. Cette collection du Louvre, c'est une collection de référence internationale pour certains champs. Pour la période médio-byzantine notamment, nous avons l'une des plus importantes collections d'ivoire médio-byzantin au monde. En tout cas, nous avons une collection qui permet d'illustrer le plus largement la production des différents ateliers constantinopolitains à l'époque médio-byzantine. Vous en avez des exemples ici, avec à gauche le très exceptionnel triptyque Arbaville, production remarquable de la dynastie macédonienne du Xe siècle, avec un programme iconographique extrêmement raffiné. Et puis, à droite de l'écran, cette acquisition plus récente du musée du Louvre, qui a été menée avec une procédure de classement au titre de trésor national, qui a permis à cet ivoire de rejoindre les collections du Louvre. Ce triptyque est plus original car il témoigne de la résurgence de l'activité des ateliers impériaux au tout début de la dynastie des paléologues, et finalement il y a assez peu d'ivoire de cette période conservés dans les collections publiques nationales ou internationales. Nous avons également une collection de références pour ce qui concerne l'orfèvrerie médio-byzantine. Je vous ai mis ici deux exemples, avec ce médaillon représentant Saint Démétrios provenant de la bordure d'une icône conservée à Tbilissi, en Géorgie. Et puis cette très exceptionnelle patène médio-byzantine, production remarquable de la dynastie macédonienne, qui remploie une pierre dure de la fin de l'Antiquité, montée dans une monture d'argent doré, rehaussée de cabochons, montée en batte et ornée en son centre d'un médaillon en émail cloisonné enfoncé sur or, de très petite dimension, représentant la scène, c'est-à-dire associant 13 personnages dans les dimensions extrêmement restreintes de ce médaillon. Cette patène, elle faisait partie de la collection Stockley, collection très importante constituée au début du XXe siècle par un amateur belge résidant à Bruxelles. Cette patène faisait partie de l'exposition de 1931, dont elle était l'un des chefs-d'œuvre. Nous avons également une collection de références pour la glyptique, le travail aussi des pierres dures. Je vous ai mis ici à l'écran la stéatite représentant l'étimasie, c'est-à-dire le trône du Christ laissé libre pour son retour, pour sa seconde venue au moment du jugement dernier, en partie supérieure. En partie inférieure, vous avez des saints martyrs qui se préparent à recevoir le prix de leur combat conformément aux paroles de l'Apocalypse. Et puis, entre ces deux registres, une inscription versifiée montrant le retour à l'antique et l'intérêt pour la littérature classique, notamment homérique, de la dynastie macédonienne. Et puis ici, ce très beau jaspe sanguin représentant une vierge orante, également de la dynastie macédonienne. Nous avons également une collection de références pour les céramiques byzantines, montrant les échanges et la circulation des œuvres, avec des plats ornés de la technique du sgraffito, l'un des plus fameux, et ce plat aux croisés que vous avez à l'écran, et un très exceptionnel ensemble de céramiques
qui constituait à l'origine un décor d'iconostase dont le seul autre exemple conservé est en Bulgarie. Et c'est une forme d'expression artistique tout à fait originale et montrant l'excellence des ateliers. Je vous ai mis ici un exemple avec cette plaque représentant une Vierge orante. Les collections relevant du département ont aussi été constituées par les campagnes archéologiques qui ont été menées par la France au cours du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Ces campagnes archéologiques ont toujours été menées en collaboration avec les pays d'où proviennent ces objets et réglementées par des accords internationaux qui font qu'il n'y a aucun doute sur la légitimité de ces collections au sein du Louvre. On a donc des ensembles extrêmement remarquables. Ici, le pavement de mosaïque de l'église Saint-Christophe de Cabriram, au sud de Tyr, au Liban, qui, pour nous, présente des enjeux aussi muséographiques en termes de présentation que vous connaissez bien, puisque le bâtiment construit pour valoriser et protéger la basilique de Plovdiv en 2019 a été l'occasion d'une réflexion extrêmement importante en termes muséographiques, assez comparable à celle que nous menons pour permettre aux visiteurs de découvrir dans les meilleures conditions ce complet pavement de mosaïque, qui par ailleurs est extrêmement intéressant d'un point de vue iconographique, différent de celui de la basilique de Plovdiv, avec quelques quand même traits communs, puisque vous avez sur le tapis central des rinceaux de vignes habités de bêtes sauvages, de bêtes domestiquées, de personnages se livrant à des activités agraires. Vous avez dans les nefs des médaillons qui enferment des animaux terrestres, des animaux marins, des animaux célestes, et puis au centre des médaillons enfermant des bustes allégoriques avec des inscriptions en grec indiquant leur identité. Il s'agit des saisons et des vents. On peut s'étonner du fait qu'aucune représentation religieuse n'apparaisse sur ce pavement de mosaïque. En réalité, c'est tout à fait logique puisqu'on ne foule pas aux pieds des représentations religieuses. En revanche, c'est bien un programme iconographique religieux et adapté à une église qui se déploie ici dans l'église de Cabriram, puisque c'est une manière d'indiquer que l'ensemble de la création participe au mystère du salut qui est célébré dans l'église, à la fois les plantes, les animaux, les éléments, les saisons et les vents. Relevant du champ archéologique aussi d'admirables ensembles d'orfèvrerie, la patère de Cherchell en Afrique du Nord qui est poinçonnée de poinçons constantinopolitains, et puis le très exceptionnel vase d'Émèse acquis à la fin du XIXe siècle par le Louvre et d'après les comptes rendus des commissions d'acquisition acquis comme un document témoignant là encore de l'art à la fin de l'Antiquité et non pas de l'excellence des ateliers d'orfèvres. Vous avez compris que la reconnaissance de l'art byzantin a été une reconnaissance assez longue. Parmi ces ensembles archéologiques, pour les collections égyptiennes, nous avons la plus importante collection d'art copte conservée en dehors d'Égypte, avec notamment deux ensembles majeurs, un ensemble provenant de la ville d'Antinoé, en Moyenne-Égypte. Antinoé, c'est la ville qui a été fondée en 130 par l'empereur Hadrien sur le lieu où son amant, Antinoüs, s'est noyé tragiquement dans le Nil. Et Hadrien fait diviniser Antinoüs et fonde une ville qui porte son nom, Antinopolis. Cette ville devient la plus importante ville d'Égypte à l'époque byzantine, elle est même la capitale de la Thébaïde. Et cette ville est fouillée à partir de 1896 à la demande d'un industriel lyonnais, Émile Guimet, fondateur du musée Guimet à Paris et du musée Guimet à Lyon, qui missionne un archéologue français, Albert Gaillet, pour retrouver le tombeau d'Antinoüs. C'est vraiment le but de ces missions. Et Albert Gaillet va mener une première campagne en 1896, un peu infructueuse, parce qu'il se limite à la ville, et la ville a été détruite après l'invasion arabe de l'Égypte. Ces matériaux de construction ont servi à construire le Caire, donc il ne reste plus grand-chose de la ville. Mais Albert Gaillet pressent
que Antinoé n'a pas révélé ses trésors. Et donc il mène une deuxième campagne en 1897 dans laquelle il sort des remparts de la ville et découvre la nécropole. Et là, Antinoé livre ses trésors les plus absolus, puisque dans ces nécropoles reposent des défunts de l'époque byzantine qui sont revêtus de costumes tout à fait admirables, dans des matériaux extrêmement précieux, notamment des soieries. Et c'est une révélation qui va être présentée à Paris régulièrement à l'issue de chaque campagne de fouilles au musée Guimet, avec pour chaque campagne l'émergence de figures qui ont beaucoup fait rêver les Parisiens. Pensez à Thaïs qui sort des sables d'Antinoé et qu'Albert Gaillet révèle au public en compagnie du moine Sérapion, profitant du succès du roman d'Anatole France et de l'opéra de Massenet, et entretenant la confusion entre Thaïs d'Alexandrie et Thaïs d'Antinoé. Mais c'est aussi la magicienne Miritis, la patricienne Sabine, qui sortent des sables, et la patricienne Sabine portait ce merveilleux châle sur les épaules, orné de scènes mythologiques sur lesquelles on reconnaît Apollon poursuivant Daphné, la chasseresse Artémis, Bellérophon combattant la chimère en compagnie de Pégase. Le deuxième site important dont nous avons des témoignages extrêmement remarquables, c'est le site de Bawit, lui aussi en Moyenne-Égypte, qui est un monastère fondé au IVe siècle, en activité jusqu'au 8e siècle. Dans la période la plus importante de son activité, entre le 6e et le 7e siècle, c'est environ 3 à 5 000 moines qui vivaient dans ce monastère. C'est donc considérable. Ce monastère est découvert en 1900 par Jean Cléda, fouillé jusqu'en 1902, et révèle des ensembles de sculptures, de peintures, de bois sculptés, de documentation papyrologique sur ostraca, extrêmement remarquable. Et parmi les chefs-d'œuvre issus de Bawit, eh bien, cette très précoce icône représentant le Christ en compagnie de l'abbé Ménat, l'un des supérieurs de ce monastère, peinture à l'encaustique et à la tempéra, datant du 8e siècle. Donc on est vraiment aux origines de l'art de l'icône avec cette collection. Vous avez ici des vues des campagnes de fouilles de Bawit. Ce matériel est envoyé en 1903 au musée du Louvre. Il reste en caisse. Le Louvre ne s'y intéresse pas du tout, au moins jusque dans les années 20. Au même moment, en 1903, on envoie d'Égypte le mastaba d'Aretetep, qui intéresse beaucoup plus la communauté scientifique. Donc cela explique qu'on délaisse le matériel de Bawit, et finalement il est entreposé dans la cour de l'Anka, comme vous le voyez sur les photos qui sont à l'écran, sans que personne n'y prête guère d'attention avant l'ouverture en 1929 d'une salle dédiée à l'art copte au sein du pavillon de Flore. Mais cette salle est totalement isolée, elle est déconnectée du département des antiquités égyptiennes, comme une sorte d'excursus avec lequel on est peu à l'aise. Cette salle, elle va être reprise dans les années 30 et puis finalement, avec les travaux du Grand Louvre, être à nouveau valorisée. La collection du Louvre, c'est aussi une collection qui ouvre des champs intéressants pour le périmètre qui est le nôtre. Dans le domaine de la sculpture, on a quelques portraits impériaux remarquables, comme la tête d'Ariane que vous voyez à l'écran, mais on a aussi ce Ratchkar arménien. Les Ratchkars, ce sont des stèles sculptées qui sont érigées à proximité des sanctuaires en Arménie ou dans les cimetières, et qui témoignent plus que tout de ce qu'est l'essence de l'âme arménienne, de son rapport à l'image aussi, puisque les Ratchkars sont généralement ornés de croix et de décors ornementaux. Ces Ratchkars sont rares dans les collections publiques nationales et internationales. Presque aucun musée au monde ne conserve de Ratchkar. Le Metropolitan en présente un, mais c'est un dépôt du musée de Yerevan. Et ce Ratchkar, il a été offert par la République soviétique d'Arménie au Louvre pour témoigner des liens très profonds qui unissent la France et l'Arménie. Je vous rappelle que le dernier souverain d'Arménie est un souverain français dont le gisant est aujourd'hui présenté à Saint-Denis, nécropole royale. C'est le seul souverain étranger dont le gisant est aujourd'hui conservé à Saint-Denis. Donc c'est vraiment une pièce tout à fait remarquable de la fin du XIIIe siècle qui provient du cimetière d'Arinj à proximité de Yerevan. Et puis quelques icônes ont échappé au dépôt des collections en 1872, soit parce qu'elles sont revenues au Louvre, soit parce qu'elles ont été acquises plus tardivement. Je vous ai dit que
la section des antiquités chrétiennes ouvrait pour la première fois les collections du Louvre au monde slave. Vous en avez un exemple avec la crucifixion de l'école de Novgorod. Et évidemment, ici, une icône de la collection Campana, qui est l'une des seules à avoir échappé au transfert de gestion, cette Vierge de tendresse de l'école crétoise du XVe siècle, qui, vous le voyez, a eu une histoire assez mouvementée, puisqu'elle a été déposée en 1872 à Draguignan. Elle est revenue au Louvre en 1955, dans le contexte de la section des antiquités chrétiennes, déposée au Petit Palais d'Avignon en 1976, revenue au Louvre en 1999. C'est la raison pour laquelle elle échappe au transfert de propriété de la loi 2002. Et puis, on a des pans de collection qui élargissent encore plus le champ, comme ces stucs provenant de Rargues et appartenant à la production qui s'épanouit du christianisme sous l'Empire sassanide, ou ce flabellum qui lui aussi est un objet un peu gyrovague dans la collection, puisqu'il est d'abord inscrit à l'inventaire des objets d'art avant d'être transféré à l'Égypte, puis au département des arts de l'islam et enfin au département des antiquités, des arts de Byzance et des chrétientés en Orient. Pourquoi ce flabellum a-t-il eu du mal à trouver sa place au sein des collections du Louvre? Parce qu'il est produit en Syrie par des artistes arabes. Il est d'ailleurs orné d'une inscription en arabe indiquant qu'il est produit pour être offert au monastère des Syriens au Wadi Natroun en Égypte. Il présente en son centre une représentation de la Vierge à l'enfant. Et il témoigne précisément de ces échanges culturels, de ce monde redessiné par les croisades, avec des échanges qui, au sein du bassin méditerranéen, ne sont plus ceux que l'on connaissait au début de l'époque médiévale. La collection du Louvre, c'est aussi une collection extrêmement importante avec des enjeux très forts autour de l'épigraphie, des langues. Et donc, cette collection, c'est plus de 7000 objets, papyri, ostraca, dipinti, lamelles inscrites, couvrant presque 32 langues, avec une dominante provenant d'Égypte et illustrant le grec byzantin, le copte dans ses différents dialectes, bohaïrique, fayoumik, saïdique, l'arabe évidemment, mais d'autres langues sont représentées dans notre collection, notamment le bulgare. Et donc c'est extrêmement important pour nous, ce fonds et toute l'activité scientifique qu'il génère, suscite et doit développer. Évidemment, pour créer ce département, on s'est accompagné d'un comité scientifique que l'on a souhaité international, que l'on a souhaité francophone. On a souhaité aussi que la parité soit respectée très strictement au sein de ce comité scientifique. C'est donc plus de 8 pays qui sont représentés au sein de ce comité scientifique. La France, bien sûr, la Suisse, la Pologne, le Liban, l'Italie, les États-Unis, l'Allemagne, la Grèce. Je crois que j'oublie personne. Il est présidé par Yannick Durand, qui a dirigé pendant des années le département des objets d'art, qui est un éminent byzantiniste, qui d'ailleurs a organisé l'exposition sur le trésor de Preslav. Il comporte des spécialistes conservateurs de musées universitaires qui couvrent l'ensemble des champs et des problématiques de notre département. Alors évidemment, les enjeux sont très importants. Nous sommes à la fois un département pleinement archéologique, un département d'objets d'art, un département de peinture, un département textile également. Les enjeux diplomatiques sont extrêmement importants aussi. L'archéologie est un domaine plus que tout autre extrêmement politique et nous dirigeons des fouilles. Depuis 20 ans, les fouilles du site de Bawit ont repris en Égypte, dirigées par le département. Vous avez ici quelques vues du site de Bawit, mais nous sommes aussi partenaires des fouilles et de la valorisation du monastère de Saint-Hilarion, fondé au IVe siècle, en activité jusqu'au 7e, 8e siècle, dans la bande de Gaza. Donc évidemment, depuis le 7 octobre, eh bien, les conditions de notre collaboration sont bouleversées et nous avons mis en place d'autres types de collaboration pour poursuivre cet enjeu extrêmement important.
encore des vues du monastère de Baoui. Dans les enjeux que nous avons, il y a aussi l'enjeu de structuration d'un réseau international, d'institutions ou de chercheurs qui jusque-là n'avaient pas l'habitude de collaborer avec le Louvre, puisque c'était des champs qui n'étaient pas portés par le musée. L'enjeu de constituer une bibliothèque, une documentation de référence. Et pour cela, j'essaye de susciter des dons de fonds d'archives, de missions archéologiques ou de missions de fouilles. Nous avons reçu récemment un fonds de dessin d'architecture, de relevés d'architecture des églises syriaques du Tour Abdin, qui avait été réalisé entre 1967 et 1969 à l'occasion de la mission menée par Jules Leroy. Ces relevés architecturaux aujourd'hui ont une extrêmement grande valeur, puisque vous savez que la région du Tour Abdin et notamment la présence des communautés syriaques au Tour Abdin sont très difficiles, et que c'est un patrimoine extrêmement fragile qui, pour plusieurs raisons, est détruit. Nous avons aussi des missions importantes au niveau national en tant que grand département de recensement des collections. Les collections byzantines ont été assez bien identifiées, mais les collections, on va dire, plus récentes, des temps modernes, 15e, début 20e, n'ont pas du tout été identifiées dans les collections publiques françaises. Donc j'ai lancé, à partir de juillet 2022, une grande enquête nationale visant à recenser ce patrimoine souvent inédit et mal identifié, qui a permis de faire émerger dans les collections publiques françaises des centaines, voire des milliers d'objets qui relèvent de ce champ. Ouvrant aussi des questions extrêmement importantes, puisqu'on a tendance à dire que l'Occident découvre les icônes avec la révolution soviétique et l'importation massive d'icônes russes en Occident. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On voit entrer très précocement dans les collections publiques françaises des icônes autour de 1856-57 dans les suites de la campagne de Crimée, ce qui, à mon avis, est un sujet assez intéressant et qui résonne tout particulièrement dans le contexte actuel. J'ai mis quelques exemples d'objets que nous avons pu identifier à l'occasion de cette collection, de cette identification des collections nationales. Et puis il y a aussi le travail de récollement des dépôts provenant d'Antinoé, puisqu'à l'issue de chacune des expositions organisées par Albert Gaillet, le matériel a été systématiquement dispersé par le ministère de la Culture dans plus de 70 musées français et 15 musées étrangers. Ce matériel, ce sont des textiles, ce sont des restes humains, ce sont des céramiques, des objets en cuir, en vannerie, qui ont une valeur archéologique et historique extrêmement importante. J'ai mis ici, par exemple, deux sépultures présentant des hauts dignitaires byzantins, qui vous permettent de comprendre l'intérêt archéologique de ce matériel. Alors évidemment, il a fallu aussi transférer les collections qui étaient conservées par les 8 autres départements. C'était aussi beaucoup de diplomatie interne pour transférer 20 000 objets, définir le périmètre de ces transferts. Je vous ai mis ici une capture d'écran du site des collections du Louvre, vous montrant que le châle de Sabine, qui était conservé au département des Antiquités égyptiennes, dépend désormais du département des Arts des Byzances et des Chrétientés en Orient. Donc c'est presque 18 000 objets déjà que nous avons transférés. Ce travail est en cours. Alors évidemment, dans les enjeux, il y a aussi mener une politique d'acquisition. Cette politique d'acquisition, elle doit être conduite par deux critères principaux, qui sont la qualité des œuvres, mais aussi la question de la provenance. Elle est aussi menée en fonction des enjeux géopolitiques contemporains. Et l'une des premières acquisitions que nous avons faites, c'est évidemment la question aujourd'hui, avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la question du monde slave, de l'identité slave, est une question déterminante qu'il convient de traiter avec la plus grande justesse au sein de nos salles. Donc il n'est pas question d'exclure la Russie de notre parcours. En revanche, il est évidemment exclu de collaborer avec la Russie d'une manière ou d'une autre, ou d'avoir des échanges avec nos collègues russes. Donc on a cette difficulté de tenir un discours, un propos qui soit le plus juste possible. Et donc dans cette politique d'acquisition, évidemment, le fait de présenter dans ce contexte actuel
objectivement l'histoire, eh bien c'est important. C'est pour ça qu'une des premières acquisitions que nous avons faites, c'est ce triptyque produit par la maison Olovianichnikov pour la famille Romanov, qui présente les patrons du tsar Nicolas II, de l'impératrice Alexandra et du tsarevitch Alexis. Cet objet, il témoigne aussi de l'intérêt qui a été porté au début du XXe siècle à l'art occidental, notamment à l'art nouveau et à l'art déco, avec cette adaptation des techniques traditionnelles au moderne style, donc la manière de renouveler aussi un art traditionnel. Ce triptyque, il a été conservé par la maison Olovianichnikov. Il a appartenu à la fille Maria Olovianichnikova, qui a fui la Russie au moment de la révolution bolchevique. Elle s'est mariée avec un Lituanien, Jurgis Baltrušaitis. Tous deux ont eu un fils, Jurgis Baltrušaitis, qui a été un historien de l'art très important, travaillant sur la question de l'image, qui a été le disciple d'un autre historien de l'art très important, Henri Faucillon, dont il a épousé la fille, Hélène, et c'est au décès d'Hélène Faucillon que nous avons pu acquérir cet objet. Nous avons fait l'acquisition aussi d'une très remarquable maquette du Saint-Sépulcre de Jérusalem, produite par des artisans palestiniens dans les années 1670-1680, à la demande des franciscains de la custodie de Terre Sainte, ceux qui ont la garde du Saint-Sépulcre. Cette maquette, elle est en bois d'olivier, incrustée de nacre, d'ébène, d'ivoire. Elle est entièrement démontable pour permettre aux fidèles de revivre tous les épisodes de la Passion comme un véritable objet dévotionnel. Et cette maquette, elle a la particularité d'être ornée très abondamment de fleurs de lys. Ces fleurs de lys, en fait, elles ont été placées ici au milieu des autres symboles, notamment les symboles franciscains, pour rendre hommage au roi Louis XIV, puisque cette maquette, elle a été envoyée comme cadeau de remerciement par les franciscains de Jérusalem au roi Louis XIV, qui leur avait envoyé en 1664 un calice de vermeil fleur-de-lysée. Donc c'est un cadeau diplomatique qui a été fait au roi Louis XIV, inscrit à l'inventaire du garde-meuble et dont nous avons pu récemment faire l'acquisition. Nous avons également fait l'acquisition d'une icône crétoise signée d'Emmanuel Lambardos, qui montre le renouvellement aussi de l'art de l'icône traditionnel avec cette très impressionnante composition qui est basée sur deux diagonales se croisant dans la figure de Marie-Madeleine embrassant la croix. La première diagonale part du diable qui sort de la bouche du mauvais larron pour aboutir à la Vierge qui tombe en pâmoison, et dans cette partie, vous avez tous les bourreaux du Christ qui sont à la gauche du Christ, et l'autre diagonale qui part de l'ange emportant l'âme du bon larron au paradis aboutit au manteau du Christ que l'on était en train de diviser pour montrer que le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Et évidemment, tous les saints personnages sont de ce côté, mais les deux diagonales se croisent dans la figure de Marie-Madeleine pour montrer que le sacrifice du Christ concerne l'ensemble de l'humanité et que la Vierge, qui est le point d'aboutissement de cette diagonale, est l'intercesseur des pécheurs dans le salut. Et puis nous avons fait l'acquisition aussi de cette remarquable icône en bois sculpté du XVIe siècle représentant la Vierge du Buisson, qui témoigne aussi du renouvellement dans le monde slave de l'iconographie traditionnelle byzantine, puisqu'on a ici une création d'une iconographie extrêmement aboutie qui associe le buisson ardent dans lequel Moïse a eu l'apparition de Dieu avant que celui-ci ne lui remette les 10 commandements, et de la Vierge qui, comme le buisson, qui a brûlé sans se calciner, eh bien, elle a reçu le feu divin sans que cela n'atteigne sa virginité. Et cette iconographie montre la Vierge et le Christ régnant sur les éléments, puisqu'on a des anges qui sont représentés et qui sont les anges de la grêle, du vent, des arcs-en-ciel, qui sont à la fois la représentation des éléments, mais aussi l'annonce de l'Apocalypse, puisque cette iconographie a pour objet de montrer aux fidèles l'ensemble de l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament et leur aboutissement avec le jugement dernier. Le projet de département, c'est aussi la création de salles, 3000 m² au sein du Louvre. Je vous ai mis ici un plan général du Louvre. Donc vous reconnaissez ici l'aile de Non, l'aile Sully, l'aile Richelieu. Vous avez la pyramide du Louvre au milieu.
Ici, vous avez un détail de l'aile de nom et vous avez l'emprise de ce département qui apparaît ici. Donc vous voyez que ça n'est pas rien au sein du musée du Louvre. C'est véritablement un projet extrêmement important et c'est aussi un projet extrêmement important d'un point de vue symbolique puisque physiquement, le département sera connecté au département des antiquités grecques, étrusques et romaines avec lequel il communiquera, au département des arts de l'islam qu'il voisinera et avec les départements modernes occidentaux de peinture et de sculpture afin de montrer les civilisations des arts de Byzance et des chrétientés en Orient comme l'indispensable trait d'union civilisationnelle qu'il manquait dans le propos à vocation universelle du musée du Louvre. Donc on a vraiment ici un acte politique extrêmement fort qui est fait, qui s'inscrit dans un projet architectural qui fait l'objet d'un concours international de muséographie que l'on a ouvert en fin d'année dernière. 20 agences internationales américaines, italiennes, allemandes, suisses, françaises ont candidaté. On a sélectionné en février dernier les 4 agences habilitées à participer à la seconde phase du concours. Donc 2 agences américaines, une agence italienne, une agence française. Et nous choisirons le lauréat de ce concours le 15 juillet pour commencer les travaux à la fin de l'année pour une ouverture prévue des salles en avril 2027. Ici, vous avez une vue axionométrique du parcours du département et ce parcours du département, il va présenter l'ensemble de nos problématiques selon un parcours chronologique allant du IIIe siècle jusqu'en 1923. Évidemment, il aurait été extrêmement délicat de concevoir un parcours sur le critère de la géographie, c'est-à-dire de présenter l'Égypte, les Balkans, le monde slave, l'Arménie. C'est l'écueil principal. Quand j'ai commencé à penser ce département, tout le monde me disait « oulala, attention, un département qui pourrait paraître confessionnel au sein d'un musée républicain laïque comme le Louvre, c'est l'écueil principal ». Et j'ai tout de suite dit non. En fait, le caractère civilisationnel du département est évident. On le voit avec la nature de nos collections archéologiques qui sont extrêmement variées. Notre propos n'est pas un propos religieux. Ce que nous allons définir, c'est plus la relation au sacré et non pas à la religion. C'est très différent. En revanche, l'écueil majeur de ce projet, c'est l'écueil identitaire. Surtout dans ce contexte actuel que nous connaissons. Et donc, nous avons pris le parti, en fait, d'analyser le rapport des chrétiens orientaux à l'image. Et d'ailleurs, le nom du département, en français, s'appelle Arts de Byzance et des chrétientés en Orient, et non pas Arts de Byzance et des chrétiens d'Orient. C'est très différent, la nuance est importante. On a élargi le champ et décalé le champ avec cette appellation. Et l'idée est d'analyser ce rapport à l'image comme une présence réelle qui en fait est un trait civilisationnel caractérisant les christianismes orientaux, qui met sur un pied d'égalité l'ensemble de ces expressions artistiques. Donc c'est un enjeu tout à fait important que de traiter les choses comme ça et qui correspond à nos préoccupations. Vous avez ici la composition du jury du concours qui permet de choisir le lauréat et des commissions techniques qui analysent les candidatures parce que c'est une opération importante. Donc nous avons livré pour ce concours l'ensemble du projet scientifique et culturel, la liste d'œuvres qui sera présentée. Dans les enjeux importants pour réaliser ce parcours, eh bien, il y a l'enjeu de la recherche de mécénat, puisque la création des salles est un projet qui est financé entièrement par le Louvre, qu'on a estimé au minimum à 30 millions d'euros. Donc on s'est mis en quête, on a mis en œuvre une campagne de mécénat pour trouver cette somme. Campagne de mécénat outre-Atlantique, en Europe, dans les pays concernés par le champ du département. Et aujourd'hui, nous sommes extrêmement confiants sur les résultats de cette campagne de mécénat. Les objectifs sont atteints, voire même dépassés.
grâce à des soutiens de fondations, d'entreprises, de privés, qui montrent que le propos que nous avons élaboré semble trouver une certaine justesse et un certain écho, puisque nous avons ce soutien de grands mécènes internationaux pour la création de ce département. Évidemment, nous avons aussi des enjeux scientifiques, mais qui sont aussi l'affirmation de ce qu'est ce département. Nous avons organisé une exposition pour présenter la maquette du Saint-Sépulcre au Louvre-Lens et poser toutes ces questions sur ce que représente le symbole du Saint-Sépulcre, ce que sont ces pèlerinages au Saint-Sépulcre, et dans un contexte qui est très particulier. Mais nous avons surtout aussi, dès le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, affirmer notre soutien aux collègues ukrainiens et proposer d'être à leur écoute pour leur offrir toute l'aide dont ils auraient besoin. Cela s'est concrétisé d'abord par l'accueil dans le cadre du programme PAUSE d'une collègue conservatrice du Musée national des arts, Varvara et Bogdan Khanenko, à Kiev, collègue que nous avons accueilli pendant plus d'1 an au sein du département, et avec elle nous avons immédiatement constitué une bibliothèque de référence sur l'art ukrainien et les icônes ukrainiennes, car évidemment l'inquiétude patrimoniale était très vive, mais on ne protège, on ne défend bien que ce que l'on connaît. Et finalement, il y a très peu de ressources documentaires en Europe sur les icônes ukrainiennes. Donc avec l'aide des musées ukrainiens, des chercheurs ukrainiens, des spécialistes ukrainiens, a été réunie en Ukraine une bibliothèque qui, grâce au soutien de l'Institut ukrainien et de l'ambassade d'Ukraine en France, a pu être donnée au département, et c'est le premier don en termes de bibliothèque et de documentation que le département a reçu. Ça a été la première opération. Puis la deuxième opération, j'ai demandé à cette collègue, Olga Apenko-Kurovets, de mener une veille extrêmement précise sur le marché de l'art national, international, pour identifier les biens ukrainiens qui pouvaient passer en vente et qui n'étaient jamais identifiés comme des biens ukrainiens, notamment pour les icônes, mais comme des icônes russes, personne ne pouvant faire la différence. Et en fait, on s'est aperçu évidemment qu'au fur et à mesure où la guerre s'installait et perdurait en Ukraine, eh bien, le nombre d'icônes augmentait. Donc, malheureusement, on ne peut pas dire dans quelles circonstances elles se retrouvent sur le marché de l'art, mais nous avons constitué une base de données, et dans 5-10 ans, s'il y a des restitutions qui sont demandées, nous pourrons dire cette icône, on la connaît, on l'a vu passer en vente à telle date, et ça permettra de suivre ces opérations. Et puis, la dernière opération qui a été menée, et la plus forte, a consisté à mettre à l'abri les chefs-d'œuvre du musée Khanenko, en mettant en place cette opération totalement conduite dans le secret, consistant à faire venir 16 chefs-d'œuvre dans les réserves du Louvre, puisque nos réserves ont, au regard de la loi, le statut de réserve refuge, qui permettent d'accueillir, d'abriter des œuvres provenant de zones de conflit ou de guerre. C'est la première fois avec cette opération ukrainienne que nous avons activé le statut de réserve refuge du Louvre. Donc cette opération, on a réussi à la conduire en dépit de toutes les difficultés, contractualiser un prêt à durée déterminé, renouvelable, avec un pays sous loi martiale, c'est pas très simple. Exfiltrer d'un pays en temps de guerre des trésors par voie terrestre avec escorte armée d'armes létales à travers la Pologne, l'Allemagne, puis non létales vers la France. C'était une opération extrêmement complexe. On est très fiers d'avoir pu la mener. On a organisé une exposition au musée du Louvre pour les présenter entre juin 2023 et janvier 2024. Ce que l'on a présenté dans cette exposition, c'est parmi les plus précieux objets qui sont venus d'Ukraine. Ce sont des icônes datant du VIe siècle, provenant du monastère de Sainte-Catherine du Sinaï et faisant partie de la collection du musée Khanenko, et une icône médio-byzantine en micro-mosaïque du XIVe siècle. Alors évidemment, ces enjeux internationaux de géopolitique, on les mène aussi avec l'Arménie. Nous avons mis en place un programme de collaboration très fort avec le musée de Yerevan, qui permettra un dépôt de 30 chefs-d'œuvre du musée de Yerevan au département
pour le parcours permanent que nous sommes en train de créer comme des objets ambassadeurs qui montreront la richesse mais aussi la fragilité du patrimoine et de la culture arménienne. Et ces objets arméniens d'Arménie seront présentés dans notre parcours en regard d'objets arméniens produits à Ispahan, produits à Kütahya, produits au Levant, et donc permettront de montrer que la culture arménienne n'est pas limitée à des frontières, mais est beaucoup plus largement représentée et importante que ce que certains voudraient nous faire croire. Ces enjeux internationaux, on les vit aussi à Gaza, je vous en ai parlé, puisque depuis le 7 octobre, nous ne pouvons plus intervenir concrètement dans la bande de Gaza. Nous avons réuni un groupe de spécialistes de littérature byzantine, grecque, syriaque, arabe, turque, moderne, pour publier une collection de textes parlant des monuments byzantins de Gaza, que nous mettrons en regard des connaissances archéologiques que nous avons du territoire de la bande de Gaza, afin d'attirer l'attention sur la richesse du sous-sol de ce territoire, qui fera l'objet très certainement d'une reconstruction brutale, rapide, négligeant le sous-sol archéologique. Évidemment, ces enjeux géopolitiques, ils sont beaucoup plus forts avec la création du département des arts de Byzance et des chrétientés en Orient qu'avec d'autres départements du Louvre. C'est peut-être aussi ce qui donne à ce département son supplément d'âme et qui clairement nous indique qu'aujourd'hui, nos disciplines ne peuvent être autre chose que politiques. Présenter des œuvres au public sur un parcours de 3000 m², c'est aussi prendre en compte les questionnements de la société, pas seulement les questionnements géopolitiques, mais notre public a changé. Aujourd'hui, les œuvres interrogent sur les civilisations qu'elles illustrent, interrogent sur des questions profondes d'identité de genre, d'identité voilà. Et ces questions-là, il faut aussi que nous les présentions. Ce département, c'est donc aussi un merveilleux laboratoire de la pensée, en plus d'être une structuration d'un réseau et d'être l'affirmation de la nécessaire reconnaissance de l'histoire de régions sans lesquelles on ne comprend pas le monde dans lequel on vit. Je vous remercie de votre attention.